Bienvenue et bonjour Maude Bréjon. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes porte-parole des députés Renaissance et également députée des Hauts-de-Seine. On va beaucoup parler évidemment des déficits publics. Mais tout d'abord, Maude Bréjon, on a appris que le proviseur de la cité scolaire Maurice Raval à Paris allait quitter ses fonctions pour des raisons, dit-on, de sécurité. C'est ce proviseur, je le précise à nos auditeurs et téléspectateurs, qui a été menacé de mort après avoir demandé à une étudiante d'ôter son voile. Le rectorat parle d'un départ à la retraite anticipé, mais en termes de symbole, un proviseur, donc quelqu'un qui doit incarner l'autorité qui part. Quel signe est-ce que ça renvoie selon vous ? Déjà, de toute évidence, il faut nommer les choses. 20 ans après cette grande loi de 2004, il y a une mouvance islamiste en France qui veut briser l'école de la République. Moi, je crois que notre responsabilité en tant que politique, de tout parti confondu, c'est d'une part de le dénoncer et d'autre part de le combattre, de dire la laïcité, rien que la laïcité et que la laïcité. Je comprends. Je ne connais pas le détail et le fond de l'affaire et ce sera au rectorat de s'exprimer dessus. Mais je comprends que lorsque c'est l'enseignant, le chef d'établissement qui quitte l'école et non pas ceux qui l'ont harcelé, ceux qui l'ont agressé, ça puisse choquer les gens qui nous écoutent. Je crois qu'encore une fois, il ne faut pas se tromper. L'autorité, elle est du côté des chefs d'établissement, elle est du côté des enseignants et donc nous, on se doit de soutenir cette communauté éducative. Alors c'est important ce que vous dites, fermeté dans vos mots, mais est-ce que le soutien est suffisant ? On est dans le pays où il y a eu les attaques terroristes contre deux professeurs, Samuel Paty et Dominique Bernard. Est-ce que les professeurs sont suffisamment soutenus, protégés dans notre pays ? Oui, je crois que la première chose, c'est d'abord la parole politique. On doit avoir une parole politique extrêmement ferme. Et depuis quelques années maintenant, je pense notamment à tout ce qu'a fait Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation nationale et aujourd'hui, en tant que Premier ministre, il y a un portage politique. Il y a une voix qui s'est élevée pour nommer les choses, pour soutenir encore une fois ce monde de l'éducation à qui on doit beaucoup, qui se lève tous les matins avec un seul objectif, c'est la réussite de nos élèves. Et avec la boule au ventre aussi. Et parfois, effectivement, avec des difficultés sur l'enseignement. Et donc, on met les moyens dans les rectorats avec des équipes d'accompagnement, avec des protections renforcées quand il y a besoin. C'est ce que fait le ministre de l'Intérieur pour être toujours à leur côté. Dans l'actualité, Maude Bréjon, les oppositions ciblent tout autre chose. Les opérations dites place nette de Gérald Darmanin contre les trafics de drogue, des opérations de communication selon vos opposants. Très sincèrement, quand on écoute les spécialistes et les policiers, ils dénoncent une sud-américanisation et une cartélisation de la France. Est-ce que de telles opérations, c'est à la hauteur du défi ? Quand on fait 500 interpellations, plus de 500 interpellations en l'espace du 10 jours, moi j'appelle pas ça de la communication. C'est quoi place nette ? Au fond, c'est d'abord des moyens supplémentaires. Environ 10 000 policiers et gendarmes dédiés, des unités de force mobile. Ensuite, c'est une action sur plusieurs semaines, environ 3 semaines. Et puis, c'est un ciblage en amont d'objectifs de ce haut du panier, si je puis dire, des trafiquants en France, qu'on va chercher. On continuera à le faire. Moi, je comprends que ce soit difficile de lutter contre la drogue, mais je pense que de ne pas le faire, de laisser les trafics gangréner nos quartiers, de laisser les trafiquants vendre la mort à nos jeunes, ce serait un renoncement moral et politique. Nous sommes d'accord. Mais quelle efficacité ? Vous dites, et c'est à raison, 500 interpellations. Et après, quelle suite judiciaire ? Mais on doit continuer. Est-ce que l'arsenal judiciaire est aujourd'hui à la hauteur d'une telle gangrène ? On doit continuer. Et là-dessus, la police et la justice travaillent main dans la main. Le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux, encore une fois, pour harceler les dealers, pour harceler les points de deal. On le fait depuis. On le fait plusieurs années. Mais on continuera à le faire. Mais on continuera à le faire parce que c'est pas parce que c'est difficile. C'est pas parce qu'une politique prend du temps qu'on doit baisser les bras. Et moi, je vous le dis, Sonia Mabrouk, ne comptez pas sur le ministre de l'Intérieur pour lâcher l'affaire. On continuera. Mais par exemple, hier, Bruno Le Maire, alors qui a été entendu au Sénat sur les narcotrafiquants lors d'une commission d'enquête à ce sujet, voici ce qu'il dit. Il affirme qu'il serait favorable pour sortir du cadre actuel et d'imaginer un cadre d'exception, un peu comme pour le terrorisme, c'est-à-dire imaginer un autre arsenal judiciaire pour lutter contre ces trafics. Est-ce que vous seriez favorable ? Tout arsenal judiciaire qui serait plus efficace pour enrayer les trafics et rétablir la sécurité dans les quartiers partout en France, j'y suis par principe favorable. Moi, ce que je dis, c'est qu'on doit continuer ce que fait le ministre de l'Intérieur, encore une fois sur le terrain, avec des gendarmes et des policiers. Pourquoi les oppositions n'y croient pas ? Vous devriez être tous unis sur ce point. Hier, j'ai entendu un député du RN dire que c'est les opérations McKinsey du nom de ce cabinet de conseil, comme si vous ne faisiez que du vent et des mots. Mais quelle insulte fait au travail des policiers et des gendarmes qui se lèvent tous les matins, qui risquent leur vie. Je pense par exemple, on voit ce qui se passe à Marseille, on voit ce qui se passe à Roubaix, on voit ce qui se passe dans le Nord, avec des résultats qui sont là. Bien sûr, ça prend du temps. Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr qu'on réussit pas tout le temps. Mais c'est à force de persévérance qu'on y arrive.
Un mot sur, là on est encore sur le plan de la sécurité, mais on parle de la menace terroriste. D'ailleurs à ce sujet, quelle est selon vous, Maud Bréjon, la menace la plus grande qui pèse sur nous? Est-ce que c'est la menace islamiste ou est-ce que c'est la réalité de la guerre en Ukraine et donc Vladimir Poutine? C'est deux choses extrêmement différentes. Mais quand on parle de terrorisme, la principale menace, c'est indéniablement la menace islamiste. Et on doit dire la vérité aux Français. On a une menace qui est aujourd'hui très élevée. Pour autant, on n'a jamais été aussi armés. Je pense par exemple à tout ce qu'on a fait sur les renseignements. On a augmenté de 50% les effectifs de la DGSI. On a doublé les moyens de la DGSI. On a rajouté un arsenal juridique pour pouvoir tracer, pour pouvoir expulser les personnes qui, lorsqu'elles sont étrangères et en situation irrégulière, toujours à 10%, en situation irrégulière, les expulser du sol français. C'est ce qui nous permet d'avoir empêché 2 attentats depuis le début de l'année, environ 8, je crois, depuis 2 ans. Donc on avance, on y arrive, on a des résultats. Mais encore une fois, moi je crois que le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur ont raison d'être clairs et de dire la vérité. Dans l'opposition, on vous accuse de vouloir faire peur aux Français pour déclencher une sorte de réflexe de vote de sécurité aux européennes. Olivier Marleix l'a dit hier dans le Figaro. Si tel est le cas entre la menace, enfin la réalité de la guerre en Ukraine et la menace terroriste, la ficelle est un peu grosse en pleine campagne. Mais qui fait de la communication ici ? Que voudrait Olivier Marleix ? Il voudrait qu'on ne fasse rien, qu'on ne lutte pas contre les attentats, qu'on n'explique pas aux Français quelle est la menace qui pèse sur nous. C'est une drôle de façon de se comporter quand on est responsable politique. Et de toute évidence, ça se voit qu'on parle là d'un parti qui n'a pas été au pouvoir depuis 15 ans. Il devrait peut-être se poser quelques questions. Il s'en pose dans un autre domaine, celui des finances publiques, des affaires économiques. D'ailleurs, vous êtes membre, Maud Bréjon, de la commission des affaires économiques. Face à l'explosion de la dette et surtout le dérapage des déficits, Bruno Le Maire dit avoir une détermination totale pour revenir dans les clous. Ôtez-nous d'un doute ce matin. Il est bien ministre de l'économie depuis plusieurs années. Oui, bien lui. Bruno Le Maire est ministre de l'économie depuis 7 ans. Et d'ailleurs, il faut regarder ce qui s'est passé depuis 7 ans. Sur les 3 premières années, de 2017 à 2020, on était repassé sous la barre des 3% de déficit. Et qu'est-ce qu'il y a eu ensuite ? Il y a eu la crise du coronavirus et il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a entraîné notamment la hausse des prix de l'énergie. On se devait de protéger les Français. Et moi, je ne regrette pas les décisions qui ont été prises. Parce qu'encore une fois, on a protégé ceux qu'on avait le plus besoin lorsqu'on ne pouvait plus aller travailler pendant la pandémie et avec le bouclier tarifaire lorsque l'énergie a augmenté. Dites-nous, s'il y a eu cette situation, pardonnez-moi, Maud Bréjon, pourquoi les autres pays l'ont subi de la même manière ? Ils ont subi le Covid, il y a eu les conséquences pour le Portugal, pour la Grèce, pour l'Espagne, avec une inflation qui n'avait ils font de meilleurs chiffres, avec une inflation qui n'avait rien à voir, des circonstances atténuantes, avec aucune responsabilité. Mais parce que la France a mieux protégé ses concitoyens qu'ailleurs en Europe, et je pense que ça c'est une fierté. On doit le revendiquer. D'ailleurs, j'entendais pas beaucoup. Quand on voit je n'entendais pas beaucoup les oppositions à l'époque dire qu'il ne fallait pas de bouclier tarifaire ou qu'il ne fallait pas prendre en charge le salaire des Français qui ne pouvaient pas aller travailler durant la crise du coronavirus. Une fois qu'on a dit ça, on est aujourd'hui à une croisée des chemins. On a des choix à faire. Ces crises sont derrière nous. L'heure est au choix. On a 3 possibilités. D'une part, soit on ne fait rien. On laisse le déficit filer, on va vers un scénario comme ce qu'a vécu la Grèce. On sait où ça termine. Autre possibilité, certains le demandent, on augmente les impôts. C'est une ligne rouge absolue. Ah bon ? C'est une ligne rouge absolue. En tout cas, c'est la mienne. C'est la vôtre. C'est la mienne. Donc je la partage pas sur pleinement. La ligne que la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Je suis parfaitement sur la ligne de Bruno Le Maire. Pourquoi ? Parce que d'abord, on est déjà dans un pays le plus imposé de l'ensemble des pays développés. 70% de l'impôt sur le revenu est payé par 10% des Français. Les plus aisés, les entreprises les plus importantes contribuent déjà beaucoup. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que je pense qu'on ne doit pas dévier de notre politique d'attractivité. Celle qui nous a permis de créer 400 000 entreprises l'année dernière, celle qui a permis de créer 2 millions d'emplois depuis 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'objectif, c'est le plein emploi. Et le Premier ministre aura l'occasion d'y revenir dans les jours à venir. C'est le meilleur atout face au déficit. Donc pour vous... Parce que quand on crée de l'emploi... En fait, c'est moins de dépenses et c'est plus de recettes. Maud Bréjon, si je comprends bien, augmentation des impôts, c'est une ligne rouge, comme l'a dit Bruno Le Maire, donc pas la même position, par exemple, que certains dans la majorité, comme Yael Braun-Pivet, qui affirme qu'il faut avoir un débat sur ce sujet. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ce matin que vous ne céderez pas à la hausse des impôts ? Encore une fois, promesse, moi je ne dévierai pas de cette ligne. Je pense que le courage, c'est d'interroger les dépenses actuelles. Alors allons-y.
Dépenses sociales, assurance chômage pour la réforme. Est-ce que vous êtes prête à dire qu'il faut justement la dépense sociale en France, depuis l'année 2000, a doublé. Oui. A doublé. Le dernier budget voté à l'équilibre, c'était en 1974. Donc on doit nécessairement s'interroger. On voit que d'un côté, on a des Français qui trouvent qu'ils payent trop d'impôts et en même temps des services publics qu'ils considèrent comme étant pas à la hauteur. Donc il faut arrêter de réfléchir en termes de volume de dépenses, il faut qu'on arrive à réfléchir en termes d'efficacité. Donc sur la durée, par exemple, d'indemnisation de l'assurance chômage, vous dites il faut y travailler. Et à l'heure où on a énormément d'emplois qui ne trouvent pas preneur chaque année, mais bien sûr qu'on doit continuer à inciter les gens à retourner vers l'emploi. Donc réduire encore la durée Et on ne doit pas le faire n'importe comment. Moi, je suis favorable à réfléchir à une autre réforme de l'assurance chômage. En revanche, je dis que ça doit se faire avec un accompagnement des chômeurs. D'accord, donc durcissement, mais accompagnement quand même. Parce que les chômeurs ne sont pas coupables. Il faut réfléchir, par exemple, lorsqu'on parle des chômeurs de longue durée, à comment est-ce que vous levez les freins à l'emploi, comment est-ce que vous travaillez à cette réinsertion. C'est notamment ce qu'on a fait avec la réforme du RSA. Il faut continuer à mettre des moyens sur la formation, parce que ce qui compte à la fin, c'est que chacun trouve un emploi, que chacun reste dans son emploi et que chacun vive bien de son emploi. Donc ce matin, porte-parole des députés Renaissance, vous nous dites sur CNews Europe 1 que c'était une ligne rouge, l'augmentation des impôts, qu'il faut travailler sur et continuer cette réforme de l'assurance chômage. Bruno Le Maire a également évoqué, Maude Bréjon, cette piste du remboursement des médicaments en fonction du niveau de revenus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on pourrait payer plus en fonction de ses revenus? C'est une sorte d'open bar, en fait, qui pourrait déclencher quand même une révolte au pays, justement, qui est le plus imposé. Est-ce que ça vous semble être une piste crédible? Il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui sur l'ensemble des dépenses de santé. Avec évidemment des principes de base. Les personnes qui ont besoin d'être soignées doivent avoir accès, comme c'est le cas aujourd'hui, à un système de santé, à un système de soins, à des médicaments. Mais on ne doit pas avoir une approche consumériste de la santé, consumériste des médicaments. Et donc là-dessus, il y a un travail à faire avec les Français, probablement avec les médecins également. Et donc c'est ce vers quoi on va réfléchir dans les semaines à venir. La crainte ce matin, c'est qu'à la fois vous taillez dans les dépenses et vous nous fassiez les poches. C'est quand même la double peine. Encore une fois, je le dis, on est opposé à toute augmentation d'impôts. Ça a été le cas depuis 2017. Est-ce que vous aurez le choix? On a même baissé les impôts. On a baissé les impôts des Français. On a baissé les impôts des entreprises. Enfin, si on rentre dans les niches, pour rendre du pouvoir d'achat et pour permettre aux entreprises de créer de l'emploi. Ça a porté ses fruits. On est un des pays qui a les meilleurs résultats en termes de croissance cumulée depuis 2017. On a créé des entreprises, on a créé des emplois. Mais alors tout va bien, ça nous a échappé. Et en même est-ce que vous employez le mot fierté? Vous l'avez employé tout à l'heure pour la situation économique actuelle, vu le niveau de dérapage et déficit. Vous diriez, vous êtes fier du bilan du gouvernement? Je suis fier, par exemple, de tout ce qui me fait en matière de réindustrialisation. Je suis fier qu'en France, des usines ouvrent alors qu'avant des usines fermaient. Je suis fier qu'on relance l'industrie nucléaire qui va créer des milliers d'emplois. Et pour autant, je dis qu'en matière de dépenses sociales, on ne peut pas laisser accumuler les aides et grimper, si je puis dire, l'escalier de la dépense sans jamais le descendre. On peut pas en permanence dire. C'est pas comme si vous n'étiez pas au pouvoir depuis quelques années. Mais moi, j'entends des gens qui disent il faut augmenter les dépenses et augmenter les impôts. Y compris dans votre majorité. C'est pas notre ligne. En tout cas, c'est pas ma ligne. Pas votre ligne. Je pense qu'il faut maîtriser les dépenses, qu'on peut pas accroître les dépenses en permanence et notamment les dépenses sociales, et que cela permet précisément de ne pas augmenter les impôts. Alors ce débat, Maude Bréjon, qui n'est pas un débat facile, arrive en pleine campagne des européennes. La liste de Jordan Bardella écrase tout, en tous les cas dans les sondages pour le moment. Une liste qui s'étoffe de personnalités, par exemple, comme Malika Sorel en deuxième position. Je l'ai reçue là il y a quelques jours, c'était sa première interview. Essayiste, intellectuelle. Est-ce que ce genre de personnalité apporte quelque chose à la politique ? Moi, je ne vais pas faire d'attaque ad nominem et on verra bien comment se passent les débats. Plus globalement, je pense que l'Europe, l'Union européenne, la France est aujourd'hui à une croisée des chemins. On voit bien qu'il y a deux blocs qui s'affrontent. Le bloc que nous, on représente, qui effectivement pense qu'on a besoin d'une Union européenne extrêmement forte, que les grands enjeux, comme l'immigration, comme l'écologie, se traitent à l'échelle européenne, ou en tout cas trouvent des réponses à l'échelle européenne, le camp, qui est celui de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, qui pour moi est un camp qui est synonyme de rétrécissement
pour la France et pour l'Europe et qui n'est pas souhaitable. En tout cas, c'est projet contre projet. Mais c'est projet contre projet. Oui, mais alors on voit bien que vous voulez que la campagne se mène sur le fond, alors que certains la mènent presque ad hominem en dénonçant que le RN ou Marine Le Pen, c'est Daladier, etc. Vous vous dites non, il faut aller sur le fond. Non, mais moi, je trouve qu'on a passé beaucoup trop de temps à réfléchir sur qui était dans l'arc républicain, qui n'était pas dans l'arc républicain. Je me dis que les Français, quand ils nous écoutent, ils doivent quand même parfois se poser quelques questions. Donc moi, je suis là pour expliquer pourquoi est-ce que ma conviction, c'est que l'Europe est importante pour la France. On parlait par exemple du nucléaire. Il n'y aura pas de relance du nucléaire s'il n'y a pas une industrie européenne du nucléaire, parce que c'est désormais à ces échelles-là qu'on doit réfléchir, qu'on doit créer les compétences, qu'on doit créer les supply chains. Et ça, c'est à nous de l'expliquer. On va pas se renvoyer des arguments politiciens en permanence. Je pense que c'est pas comme ça qu'on fait avancer le débat. Projet contre projet. Donc merci Maude Bréjon. Merci à vous. C'était votre grand entretien ce matin. Je vous dis bonne journée, à très bientôt. À bientôt. Merci Maude Bréjon.